En France, on diagnostique plus de 350 000 nouveaux cas de cancer. Près de 150 000 aboutissent à un décès, ce qui fait de cette maladie la première cause de mortalité. Depuis des décennies, la recherche fait des progrès, le dépistage et la prévention apportent leur pierre à l'édifice, mais pour l'instant, pas de remède miracle. Faut-il d'ailleurs en attendre un? A-t-on négligé des pistes d'exploration? Où en sont les recherches, la recherche et les traitements? Peut-être les recherches d'ailleurs. Autant de questions que je vais poser au patron d'une unité française qui fait référence. Bonjour, professeur Jean-Yves Blais. Bonjour. Merci d'être avec nous, parce que je sais que vous avez un agenda très chargé. Vous êtes le nouveau, très récent directeur des générales du Centre Léon Bérard de Lyon, qui est un établissement privé à but non lucratif, spécialisé dans la recherche et le traitement du cancer. Vous êtes aussi chercheur, spécialiste mondialement reconnu dans la prise en charge des sarcomes, qui sont des tumeurs très rares. Ma première question est tout simplement déjà, combien est-ce que vous traitez de cas au Centre Léon Bérard chaque année? Alors, on ouvre environ 20 000 dossiers par an et les patients sont traités sur place sur tout leur parcours pour environ 8 000 d'entre eux. Oui. Alors, on parle de recherche sur le cancer. En fait, on devrait parler des cancers parce qu'il en existe de multiples sortes. Oui, tout à fait. En fait, les classifications des cancers historiques étaient basées sur l'organe de départ, cancer du sein, cancer du côlon, cancer du poumon. Et ça, c'est plus vrai aujourd'hui. Et c'est vrai, mais c'est insuffisant. Avec les classifications biologiques, on comprend qu'en fait, il y a des cancers du sein, des cancers du poumon, qui doivent être traités parfois de manière très différente, avec une compréhension de la biologie de ces maladies qui s'accroît de manière très spectaculaire ces dernières années. C'est ce qui fait que la recherche est si difficile, cette multitude de cancers différents, parce qu'on recherche évidemment des solutions différentes adaptées à chacun. C'est un des éléments de la complexité, mais c'est également une source d'accélération des progrès, puisque lorsqu'on comprend bien une maladie, on peut trouver les clés pour la traiter plus efficacement. Malheureusement, on n'aura peut-être pas la clé pour tous les cancers du poumon ou tous les cancers du sein à la fois, mais par contre, on va progresser brique par brique pour améliorer les choses, et c'est ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années. Alors justement, on a un petit peu que cette bataille contre le cancer ne progresse pas beaucoup. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce que c'est une vraie injustice par rapport à tous ceux qui, tous les jours, sont concentrés sur cette recherche? Alors, c'est pas une injustice, mais c'est vrai qu'on fait des progrès majeurs. Dans un contexte où, il faut le rappeler, du fait de l'augmentation de l'espérance de vie dans notre pays, qui est une très bonne chose, eh bien, les cancers sont plus fréquents, et par définition, plus de cancers signifie également plus de décès par cancer. Par la force des choses, c'est mathématique. Cependant, indiscutablement, au cours des 5 dernières années, on a assisté à une révolution qui est en train de se poursuivre dans la compréhension de la biologie des maladies et qui fait qu'il y a un transfert en développement thérapeutique qui est absolument majeur. Et ça va être vrai aux étapes initiales du traitement, chirurgie innovante par exemple, ça va être vrai aux étapes plus avancées du traitement, avec les traitements médicaux dits personnalisés ou la médecine de précision, qui sont en train de transformer complètement la prise en charge des patients depuis quelques années et avec des perspectives sur les 10 prochaines années qui sont extrêmement enthousiasmantes. Alors il y a quelques décennies, quand on parlait de cancer et de traitement, on imaginait un jour trouver le traitement miracle, comme on a trouvé la pénicilline pour soigner toutes les maladies infectieuses. Il faut plus s'attendre à ce médicament miracle? Alors certainement pas à un médicament miracle. Il y a certainement des médicaments qui vont pouvoir marcher sur un grand nombre de maladies. On commence à les voir apparaître d'ailleurs. En revanche, on se rend compte que ce ne sera pas une pénicilline, mais de multiples pénicillines, probablement des dizaines ou des centaines de pénicillines qu'il faudra pour les dizaines ou centaines de cancers différents qui sont devant nous. Les bactéries, c'est simple. Les antibiotiques, c'est simple. Les cellules cancéreuses sont beaucoup plus compliquées. Oui, ce qui explique qu'il y a de multiples pistes et qu'à un moment donné, il a peut-être fallu choisir, parce que faire de la recherche, c'est investir beaucoup d'argent. On a choisi des voies. Est-ce qu'on s'est trompé sur certaines? Est-ce qu'on n'a pas négligé d'autres voies qui seraient peut-être plus porteuses d'espoir? Alors, en tout cas, il y a des voies qui ont progressé à une vitesse différente. Par exemple, les voies de la compréhension de la biologie de la maladie, on le redit, la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est malade par son ADN est malade. Ouais, c'est pas un virus qui arrive dans le corps, c'est nos propres cellules qui abîment leur ADN. Qui se dérèglent, en quelque sorte. Exactement. Alors, il y a quelques cancers liés à des virus, pour lesquels on a d'ailleurs des stratégies vaccinales qui marchent très bien, mais ça c'est plutôt l'exception. Non, ce qu'on a commencé effectivement à comprendre, c'est que l'environnement immunitaire de cellules cancéreuses est essentiel pour le contrôle de la maladie. Et on a mis parfois longtemps pour le comprendre, plus d'une trentaine d'années pour arriver à des solutions thérapeutiques qui existent depuis 3 ou 4 ans et qui sont
réellement, là encore, révolutionnaire. Donc on traite également l'hôte, pas seulement la cellule cancéreuse. Et puis aujourd'hui, on explore des voies qu'on avait peut-être négligées à une époque. Et moi, je pense aux recherches que vous faites, vous, sur ce cancer particulier qui est assez rare, qui est le sarcome. J'ai lu rapidement peut-être, mais que vous intéressiez, comme on s'intéresse depuis toujours, à la cellule cancéreuse en essayant de la détruire, mais aussi vous intéressez à notre système immunitaire, parce que pendant longtemps, on ne s'est pas intéressé à ce que notre corps lui-même pouvait faire pour lutter contre la maladie. Oui, ça, c'est une nouvelle piste ? C'est absolument une nouvelle piste. Et en fait, on a travaillé pendant très longtemps, et très logiquement d'ailleurs, sur quel est le mécanisme par lequel la cellule devient cancéreuse, en espérant de cette manière-là trouver la clé pour la traiter. Ça a été couronné de succès pour un certain nombre de modèles, dont certains sarcomes. Ce que l'on comprend maintenant, c'est que la cellule cancéreuse, elle bloque le système immunitaire. Et plus exactement, on comprend comment elle le fait, comment elle le bloque. Et la stratégie thérapeutique qu'on a développée ces dernières années est de débloquer ce blocage induit par les cellules cancéreuses. Et avec des résultats thérapeutiques qui sont tout à fait spectaculaires dans un certain nombre de maladies. Mais on peut parler de stimulation du système immunitaire où vous vous attaquez à autre chose, donc à ce qu'il bloque. Eh bien, en quelque sorte, la cellule cancéreuse, elle endort le système immunitaire. Ce que fait la thérapeutique, c'est qu'elle le réveille très activement. Il est immédiatement en forme pour pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses. Ça touche un certain nombre de cancers. Pas tous les cancers, là encore, mais une fraction des cancers. Oui. Et ça passe par quoi? Un traitement médicamenteux ou Alors, c'est un traitement médicamenteux. Il y a plusieurs classes de traitements médicamenteux, d'ailleurs, qui agissent de cette manière-là. Alors, est-ce que vous avez de nombreux chercheurs dans vos murs? Parce que le centre Léon Bérard, c'est à la fois un centre de traitement et de recherche. Il y a combien de personnes chez vous qui cherchent en ce moment sur le cancer et combien de pistes? Parce qu'on ne peut pas chercher tous les côtés, évidemment, on l'a compris. Absolument. Alors, le centre Léon Bérard, c'est 1500 personnes. À l'intérieur, il y a le centre de recherche en cancérologie de Lyon, qui est piloté par le professeur Puisieux, qui rassemble 400 chercheurs, on va dire, fondamentaux, travaillant sur les mécanismes moléculaires du cancer. Et puis, on a la recherche clinique et de la recherche de transfert qui intéresse 300 chercheurs et médecins qui travaillent sur le développement de nouveaux médicaments et qui sont au centre du dispositif de recherche et de mise à disposition pour le patient de nouveaux traitements. Oui. Alors, il y a une chose sur laquelle on fait des progrès, j'allais dire, c'est le moral des patients. Parce qu'il y a une trentaine d'années, il ne fallait pas dire à un médecin que si on avait bon moral, on avait peut-être de meilleures chances de guérir. Ça, c'est en train de changer. Et dans cette voie-là, on voit fleurir un peu partout des initiatives pour redonner le moral aux gens. On a un reportage qui illustre ça parfaitement. C'est tout simple, mais ce sont des séances de maquillage qui permettent de redonner un peu de vie, un peu confiance aux patientes. Regardez. Elles ne se sont pas fait coiffer depuis longtemps, depuis le début de la maladie, durant les traitements si éprouvants contre le cancer. Je ne vais pas encore chez le coiffeur, je me coupe les cheveux toute seule. C'est pas vrai? Ah oui. Ok. Parce que je suis encore un peu gênée. Il faut se réhabituer, dans mon cas personnel, peut-être à ma nouvelle silhouette, à mon nouveau corps. Voilà, donc ça, c'est des choses difficiles. Et après ça, se ressentir femme, c'est pas si simple, quoi. C'est la journée glamour organisée par l'association Claire Horizon dans un grand hôtel lyonnais. Les femmes atteintes du cancer ont été invitées à se laisser transformer en reines de beauté. L'association a réussi à mobiliser des professionnels solidaires. Toutes sont venues bénévolement. Je pense notamment à ma maman, à des gens qui sont proches de moi et j'aurais aimé qu'on fasse ça pour elle aussi. Donc voilà. Si je peux, j'aime bien le faire, pouvoir donner un peu de mon temps. Et puis c'est un moment agréable aussi. Hein, c'est le glamour, c'est les femmes. Avec les conseils nutritionnels et de remise en forme, les soins esthétiques favorisent la reprise de confiance en soi et permettent de réduire les risques de rechute. De se sentir bien, d'avoir le moral, d'avoir une alimentation adéquate, de faire de l'exercice physique régulièrement. Tout ça participe statistiquement. Maintenant, on sait que tous ces éléments-là vont dans le sens de moins de récidives. Pour toutes, ce fut une journée glamour inoubliable. Voilà, alors pour le coup, on peut dire que c'est de la cosmétique, c'est-à-dire qu'on change des apparences, mais au-delà, professeur Blais, l'importance du moral sur la guérison. Est-ce qu'aujourd'hui,
sans le prouver scientifiquement, on en est persuadé. Oui, je pense que l'état de moral, de thymique, comme on l'appelle, indiscutablement a un impact sur la qualité de vie du patient. Et ce qui a été reconnu ces dernières années, c'est l'importance de ce qu'on appelle les soins de support et de l'entourage, d'une manière générale, du patient, le soutien du patient dans ces étapes importantes de la prise en charge, où le corps se modifie, ça vient d'être dit, où les traitements sont souvent lourds. Le rôle du moral est moins établi pour les facteurs de rechute ou de déclenchement du cancer, mais indiscutablement en phase où la maladie est présente, aider les patients, travailler avec eux, comme c'est très bien montré dans ce reportage, les aider à passer ce cap, c'est absolument essentiel. Oui. Alors, entre l'idée que ça puisse améliorer les choses et la preuve scientifique, il y a un fossé. Est-ce que c'est une piste qu'on explore aujourd'hui? Est-ce qu'on se dit que finalement, effectivement, il y a peut-être un truc à fouiller de ce côté-là? Oui, c'est des études compliquées à faire pour le prouver, mais c'est indiscutablement une piste de recherche très importante et l'irruption, dans le bon sens du terme, de ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales dans le domaine de la cancérologie témoigne de cet élan vers l'idée qu'il faut traiter non seulement le cancer, mais également accompagner l'individu. Oui. Alors, on a vu dans ce reportage, il y a des gens très jeunes. Est-ce que le profil du malade a évolué? Vous dites, on vit plus longtemps, donc il y a plus de risques d'avoir un cancer. Mais néanmoins, on a l'impression qu'il n'y a jamais autant de gens jeunes. Est-ce que c'est une idée, une fausse idée, ou est-ce que c'est une réalité? Je crois que ça participe en fait à une meilleure connaissance du sujet. Il est moins difficile de voir des patients jeunes atteints de cancer et traités pour un cancer. Leur incidence n'augmente pas vraiment, elle n'augmente pas plus que la population. En revanche, ce qui se transforme, c'est notre vision et le fait que, au fond, ces patients sont de plus en plus mis sur le devant de la scène, alors que c'était presque inquiétant pour tout le monde il y a encore quelques années. On travaille maintenant sur des unités mixtes entre les adolescents et les adultes jeunes atteints de cancer pour leur prise en charge. Ça, c'est une tendance lourde qui est en train d'évoluer dans le très bon sens du terme, puisque, au fond, ces gens vont regagner le monde normal très peu de temps après leur traitement. Ouais. Et puis une dernière question, il y a quelques jours est arrivée une étude américaine qui nous dit le cancer n'a rien à voir avec l'environnement. Alors que ça fait des décennies qu'on nous dit c'est une maladie de civilisation, c'est l'environnement qui cause les cancers. Qui croire? Alors, cette étude complexe, mais très intéressante, a été parfois interprétée de manière un peu variable. Globalement, le cancer est en grande partie lié à l'environnement, soyons clairs. Les facteurs carcinogènes, le tabac, l'alcool, les virus sont des facteurs clés. Ce que dit cette étude, c'est qu'il y a probablement des facteurs liés au hasard, mais le hasard étant quelque chose qui est, au fond, de la biologie pas encore comprise. Donc c'est vraiment notre recherche des années prochaines de dire ce qu'on appelle actuellement le hasard, c'est juste probablement un déterminisme biologique qui nous reste à comprendre. C'est le futur. Merci beaucoup, professeur Blair. Vous écouterez pendant des heures nous parler avec espoir de cette maladie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.